TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Pour la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, le Togo a choisi 5 secteurs prioritaires. Mais le sont-ils réellement? Eh bien, les journalistes se prononcent sur la question depuis ce matin à Lomé. Et puis la 299e fête traditionnelle Gbagba. C'était le week-end dernier. Les fils et filles d'Agou se sont une fois encore retrouvés pour célébrer la nouvelle Igname autour des thèmes de la culture, la paix et le développement. Les échos dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La mise en œuvre de la ZLECAf fait son chemin. Et pour sa part, le Togo a élaboré sa liste d'engagements spécifiques depuis 2020. Elle tient compte des 5 secteurs prioritaires retenus. Et depuis ce matin, les hommes et femmes des médias donnent leurs avis. Une première étape avant d'insérer dans cette liste les observations du secrétariat de la ZLECAf et des États membres. Des précisions dans ce reportage de Marie-Ange Pida. Transport, tourisme, communication, finances, services aux entreprises, 5 secteurs prioritaires retenus sur 12. C'est la première phase de libéralisation des services au sein de la ZLECAf. Sur cette base, le Togo a élaboré en 2020 sa liste d'engagements spécifiques. Un peu plus de 2 ans après, la liste est retouchée. Elle intègre les observations du secrétariat de la ZLECAf et des États membres. Les journalistes sont les premiers à s'adonner à l'exercice. Nous attendons de leur avis sur les observations faites par le secrétariat de la ZLECAf et les autres États membres. Et bien avant même ces observations, nous allons essayer de leur faire parcourir notre liste d'engagements spécifiques en ce qui concerne le secteur des communications. Pour voir ce que nous avons mentionné à partir de notre rencontre de Balimé. Est-ce que nous avons été fidèles par rapport au texte? Liste d'engagements spécifiques retrace ou recense les tests qui s'appliquent au secteur de services concernés. C'est une série de rencontres à l'endroit des acteurs des 5 secteurs prioritaires. Chacun devra apporter sa touche pour finaliser cette liste d'engagements spécifiques. Étape obligatoire avant la mise en œuvre effective de la libéralisation des commerces de services. Voilà. La commission de l'UMOA tient, elle, à la sûreté dans les aéroports des États membres. Une méthodologie de gestion des risques dans le secteur de l'aviation civile est en élaboration depuis 2021. Et ce mardi, les délégués des pays de l'espace sont à Lomé pour sa validation avant mise en œuvre. Le compte rendu avec Christine Péchekialodé. Le transport aérien, selon la mémoire des différents événements en sûreté, est une cible pour les auteurs d'actes malveillants. Principalement, ce sont les menaces où il y a des personnes qui veulent utiliser des armes pour accéder à bord des aéronefs, utiliser des explosifs pour accéder à bord des aéronefs, qui vont chercher à saboter des installations d'aéronautique. C'est principalement l'évaluation est faite par rapport à ce type de menaces. Il y a d'autres menaces émergentes. La menace persistante du terrorisme pour le système mondial de l'aviation civile ne peut être gérée plus efficacement que si les menaces et les risques potentiels sont identifiés et compris des acteurs. Les experts en sûreté des États membres de l'UMOA se dotent d'un outil de référence, un descriptif du processus d'évaluation et de gestion des risques. Il faut que l'ensemble des 8 pays appliquent les mêmes mesures. C'est tout ça pour la sûreté du transport aérien et pour vraiment garantir
un voyage sûr et sécurisé de nos passagers. Quand les gens viennent, on leur demande les cartes, des scanners, on leur fait du body scanner. Ce n'est pas pour les tracasser. C'est pour qu'on soit sûr que ceux qui sont à bord de l'avion et qui décollent doivent partir d'un lieu sûr pour arriver à bon port. 2 experts par pays pour plancher et réfléchir sur comment améliorer la sûreté au niveau du transport aérien. La sûreté de l'aviation civile est un enjeu qui nécessite une synergie d'action. La finalisation de la méthodologie et le respect de ces exigences participent à l'édification d'un système fiable de sûreté respectueux des normes internationales. Chaque année, et ce depuis 2014, le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes apporte des appuis multiformes aux jeunes et associations de jeunes dans le contexte de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. L'idée est d'amener les jeunes à être autonomes et à contribuer par la même occasion au développement du pays. Et grâce à ces appuis, justement, certains jeunes sont aujourd'hui leurs propres employeurs et sont des modèles pour leurs congénères. Honoré Kata et Clarisse Atikle nous les font découvrir dans le sujet qui suit. Noélie, 29 ans, est couturière. Un an déjà qu'elle a ouvert son atelier dans le quartier Sito Avedi à Lomé. Christine fait partie de ses clientes favorites. Depuis qu'elle a ouvert son atelier, c'est chez elle que je fais coudre mes habits et elle le fait très bien. Dans cet atelier, 2 machines à coudre. Noélie les a acquises à travers un appui de la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. J'ai reçu ces 2 machines lors de la Journée internationale de la jeunesse. Donc c'est avec ça que je travaille. Les clients viennent me commander. Grâce à ces machines, j'arrive à travailler, à subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Je voudrais dire un sincère merci à la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Tout comme Noélie, beaucoup d'autres jeunes bénéficient de l'accompagnement du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Grâce à un appel à projet, ces jeunes ont également bénéficié d'un chèque de 500 000 francs CFA il y a 2 ans. Ils sont membres de l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable, OGED. Grâce à ce fonds, ils ont formé les jeunes à l'agroforesterie. Le financement a servi à financer les activités dans le cadre du projet de renforcement de l'engagement à l'action climatique à travers l'agroécologie et les techniques innovantes d'agriculture durable. On a montré aux enfants comment on peut innover en matière d'agriculture, comment on peut utiliser d'autres techniques comme le compostage, le paillage, des techniques d'agroécologie pour améliorer les rendements et aussi assurer la fertilité des terres. Et ce qu'on a fait aussi dans le cadre de ce projet, c'est aussi de leur permettre de se mettre en coopérative. Ces différents appuis constituent des actes concrets que pose le ministère en charge de la jeunesse à chaque célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Depuis 2014, de nombreux jeunes ou associations de jeunes en sont bénéficiaires. Nous voulons redynamiser la vie associative, amener les gens à avoir foi, à adhérer aux associations, parce que ces organisations sont un créneau où le jeune peut apprendre, le jeune peut s'exprimer, le jeune peut développer ses talents à partir des associations, grandir et pourquoi pas intégrer la vie active à travers ce canal des associations. Et par ce créneau, nous voulons inciter leurs premiers responsables à également tendre la main aux jeunes pour également leur passer le témoin, pour qu'eux aussi puissent apprendre à partir de là. L'initiative sera réitérée cette année encore pour marquer la Journée internationale de la jeunesse. Le 12 août prochain, 72 apprentis artisans, 10 associations féminines, 10 associations masculines recevront des appuis dans le cadre de leurs activités pour un montant total d'environ 10 millions de francs CFA. Et ces jeunes œuvrent à l'essor de l'économie nationale et justement transformer structurellement l'économie togolaise et faire du pays un environnement attrayant. Telle est la vision portée par les plus hautes autorités du pays à travers le plan Togo
2025. Et ceci passe par des réformes dans divers secteurs. Le climat des affaires, le numérique et le social sont des secteurs à travers lesquels les retombées se font déjà ressentir, comme nous le fait découvrir Ulrich Amega dans le dossier de cette édition. Ces dernières années, le Togo a ouvert un grand chantier de réforme et d'innovation dans divers secteurs, notamment l'économie, la technologie et le social. Objectif, transformer structurellement l'économie du pays, créer des emplois, lutter contre la pauvreté et accélérer la modernisation du pays. Une stratégie axée sur la croissance et le développement inclusif. Des réformes qui ont contribué à améliorer plusieurs indicateurs, notamment celui relatif à la création d'entreprises. L'on dénombre ainsi 13 770 nouvelles entreprises créées pour le compte de l'année 2021 contre 12 592 en 2020, soit une progression de 9%. L'indicateur sur le transfert de propriété renforce également ses performances. Au cours de l'année 2021, le nombre de dossiers de traitement de mutation s'est établi à 1125, alors que les chiffres tournaient autour de 250 en 2018. Une hausse estimée à 300% en moins de 3 ans, attribuable à la réduction drastique des délais de traitement. Grâce à un climat propice aux affaires, le pays s'est transformé en terre d'accueil des investisseurs étrangers. Des performances enregistrées alors que sévissait la crise sanitaire et socio-économique liée à la pandémie de Covid-19. Dans cet élan de transformation structurelle du pays, le gouvernement togolais sous la houlette du président de la République, Faure Issozim Singbe, veut dématérialiser 20 services publics par la digitalisation de 75% des démarches administratives. Le projet est en marche avec à l'appui des initiatives concrètes. Le déploiement de la fibre optique dans la phase 1 a été financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour une extension de 250 km, ce qui a permis de relier 548 bâtiments administratifs, y compris des lycées et hôpitaux. Le projet e-gouvernement, la digitalisation des procédures au port autonome de Lomé, à l'Office togolais des recettes OTR, au tribunal de commerce, ainsi que les prestations et services digitalisés à la Caisse nationale de sécurité sociale pour apporter plus d'efficacité et de performance à la gestion du régime de sécurité sociale. Depuis plusieurs mois déjà, la demande de casier judiciaire se fait en ligne via une plateforme automatisée avec un délai d'obtention de 48 heures maximum. Idem pour la demande de passeport en ligne qui est aussi devenue une réalité. Des initiatives prises par le pouvoir public qui visent le renforcement de la lutte contre la corruption. L'accent est aussi mis sur la transition numérique en milieu scolaire, volonté matérialisée à travers la remise des kits de matériel informatique à 135 établissements du secondaire répartis sur l'ensemble du territoire national. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Le gouvernement accélère la cadence face au défi d'une prise en charge de santé de qualité des populations. Des infrastructures sont en cours de réalisation et évoluent au pas de charge avec bientôt l'accès à une couverture santé universelle pour tous. Des projets et programmes de développement inscrits dans le plan Togo 2025 qui ne sauraient être mis en œuvre sans un climat de paix et de stabilité. Le gouvernement y prête une oreille attentive après les attaques terroristes perpétrées dans les savanes. Un plan d'urgence a d'ailleurs été mis en place au profit des populations de la dite région pour freiner le phénomène. Il y a quelques jours, le gouvernement avait réuni les acteurs politiques autour de la problématique afin de fédérer les énergies pour le combat contre le terrorisme. Une démarche qui illustre la vision d'une gouvernance concertée et de promotion du dialogue. Un Togo en paix, une nation unie et solidaire voulue par le chef de l'État, Faure Issozim Singbe, l'exige. Et le ministre de l'Action sociale et son collègue délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat informent le public qu'un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale promotion 2022-2025 est ouvert le lundi 8 août 2022 pour le cycle 1 et le cycle 2 dans les centres d'écrit de Lomé, Atakpamé, Sokodé, Kara et d'Apahan aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le samedi 24 septembre 2022.
Les candidats doivent être titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D et G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Peuvent également concourir sur autorisation du ministre de tutelle les fonctionnaires agents de promotion sociale ayant une expérience professionnelle de 5 ans révolue attestée par l'autorité compétente et âgés de 40 ans au plus à la date du concours. Les agents de promotion sociale non fonctionnaires ayant une expérience professionnelle avérée de 2 ans au moins et âgés de 40 ans au plus à la date du dit concours. Et le concours comporte donc pour le cycle 1 une épreuve de culture générale, une épreuve de composition française et pour le cycle 2 une épreuve de culture générale également et une épreuve de dissertation ou de commentaires de texte. Les dossiers de candidature, la composition donc du dossier de candidature est à consulter dans le quotidien national Togo Presse. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 9 septembre 2022 à 17h. Les frais d'inscription au concours sont de 5 000 francs CFA pour les 2 sexes et les 2 cycles. Le nombre de places mises au concours est de 50 pour chaque cycle. Les candidats admis au concours ne bénéficient pas de bourse. Ils se prennent entièrement en charge pendant toute la durée de la formation. Il est à noter que l'accès à la salle d'examen est subordonné au port de cache-nez dans le respect des mesures barrières de la COVID-19. Et pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'École nationale de formation sociale, écrire à la boîte postale 1745 ou appeler le numéro de téléphone 22 25 55 42 ou écrire à l'adresse email école.enfs@gmail.com ou direction-enfs@actionsocialcollé.gouv.tg ou direction régionale de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. C'est un communiqué, un avis conjoint donc signé par le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Eke Odin, et le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjoville-Lognon Apedo Anakoma. Le personnel d'encadrement de la Togolaise des eaux région Nord renforce ses capacités du côté de Kara. Il s'agit ainsi pour la TDE d'amener ses acteurs, ce personnel donc, à s'améliorer en ce qui concerne le pilotage du management opérationnel. De quoi s'agit-il? Les précisions avec la correspondance de Nestor. Bonjour. Chef de service et chef d'agence de la direction de la production et exploitation nord de la Togolaise des eaux, TDE, sont les acteurs concernés par cette formation. Le besoin a été identifié par les hauts responsables de la structure suite à l'évaluation du personnel. On ne peut jamais développer une entreprise sans mettre l'accent sur la formation du personnel qui traduit les activités au jour le jour. Donc, vous comprenez avec moi que une fois qu'on renforce le personnel, c'est l'activité qui se renforce et c'est le service d'eau qui s'améliore dans le pays. La formation est assurée par l'ICEF, l'International du Conseil d'études et de formation, autour des modules qui touchent le management et le leadership. Nous entretenons les participants sur les éléments basiques du management, comment, à partir de la planification stratégique, on débouche sur les plans d'action opérationnelle en passant par des plans intermédiaires. Mais l'accent est mis sur l'aspect opérationnel, c'est-à-dire ce qui constitue les activités quotidiennes des chefs de service, des chefs d'agence, des chefs de production. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP est le partenaire financier de cette session de renforcement des capacités. Étant donné que cette formation se situe dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est de faire du secteur public et parapublic un secteur dynamique. Pour plus d'efficacité et d'efficience, le FNAPP n'a pas hésité d'apporter son appui financier à cette formation. La session de formation de Kara est la dernière d'une série de 3 initiées à l'endroit du personnel d'encadrement de la TDE. Les 2 premières ont été tenues pour les acteurs des régions Plateau et Maritimes et du Grand Lomé.
Hors du Togo, au Tchad, l'accord signé hier au Qatar entre le gouvernement et l'opposition est diversement apprécié. Le dialogue national pour la paix visé par cet accord, justement, semble déjà avoir du plomb dans les ailes. L'accord signé lundi au Qatar entre le gouvernement militaire tchadien et des groupes d'opposition en vue de l'ouverture d'un dialogue national pour la paix suscite des réactions mitigées. Alors que certains Tchadiens saluent cette avancée, d'autres déplorent le retrait des factions rebelles les plus importantes. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, a annoncé qu'il ne participerait pas au dialogue national, tout comme le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Quel que soit le résultat auquel les négociateurs de Doha sont parvenus, il faut saluer cet accord de paix qui est très attendu. C'est depuis 5 mois que nous attendons cet accord pour permettre donc aux politico-militaires de venir participer au dialogue. 9 ou 10 de ces membres de politico-armés n'ont pas eu à poser leur ceinture sur ce papier. Je pense qu'il y a encore un problème, donc il fallait peut-être faire en sorte qu'il y ait un climat qui doit permettre à ce que tout le monde puisse vraiment prendre part. Le dialogue national pour la paix, qui doit s'ouvrir le 20 août dans la capitale N'Djamena, vise à préparer la tenue de l'élection présidentielle prévue pour octobre, selon le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Cet accord, il se pose encore un problème de sa mise en application sur le plan intérieur, qui n'est pas adhérent. Aujourd'hui, la plupart des organisations de la société civile, en tout cas les plus majeures, et aussi les acteurs politiques les plus majeurs de l'intérieur du pays, n'adhèrent pas au processus. Mahamat Zene Cherif, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, a reconnu que des discussions difficiles avaient lieu à Doha, mais a déclaré que le FACT avait manqué une occasion historique d'aider le pays. Le Tchad est considéré comme un acteur essentiel de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Et plus de 22 millions d'électeurs kenyans étaient appelés aux urnes ce mardi. Ils devaient élire des gouverneurs, des sénateurs, des députés, mais surtout leur futur président. Et les deux adversaires, William Ruto et Raila Odinga, ont eux aussi accompli leur devoir civique. William Ruto, actuel vice-président et l'un des deux favoris pour la présidentielle kenyane, a été l'un des premiers à voter dans le village de Kozaché, situé dans son fief, la vallée du Rift. L'ambitieux et riche homme d'affaires qui se pose en porte-parole des débrouillards s'est exprimé après son vote. Le peuple kényan choisira. Et permettez-moi de dire que c'est dans des moments comme celui-ci que les puissants se rendent compte que ce sont les gens simples et ordinaires qui ont le pouvoir de faire des choix. Son adversaire, Raila Odinga, a lui voté en milieu de matinée dans le bidonville de Kibera à Nairobi, un autre de ses fiefs. Candidat pour la 5e fois à la présidence, cette figure historique de la politique kenyane a été le visage de l'opposition durant des décennies avant de se rapprocher ces dernières années du pouvoir. Et cette fois-ci, il possède un soutien de taille. Son ancien adversaire, l'actuel chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Arrivé au terme de ses 2 mandats, ce dernier ne peut pas se représenter. C'est un jour de vote. Je pense que c'est un jour où nous voulons tous prier pour que les Kenyans votent en paix et rentrent chez eux en attendant les résultats. Quelle que soit l'issue de ce scrutin qui s'annonce serré, le nouveau président marquera l'histoire en n'appartenant pas à l'ethnie Kikuyu qui contrôle le sommet de l'État depuis 20 ans et dont est issu le président sortant Uhuru Kenyatta. Et l'actualité, c'est également ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui soutient que l'espérance de vie augmente en Afrique. Et vous allez le voir, plusieurs facteurs insoupçonnés expliqueraient cette progression. L'espérance de vie en Afrique augmente. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que la durée d'âge moyen en bonne santé sur le continent était de 46 ans en l'an 2000, elle est passée à 56 ans en 2019. Il s'agit de la plus importante progression comparée aux autres régions du monde. L'espérance de vie sur le plan mondial n'a augmenté que de 5 ans au cours de la même période. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette amélioration sur le continent. D'abord un meilleur accès aux services de soins, mais aussi des prestations de santé qui sont de meilleure qualité et des progrès en matière de santé, notamment reproductive.
L'ONU met également en avant les avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses comme le VIH, la tuberculose ou encore le paludisme. Sauf que, comme le précise le rapport, ces avancées ont été contrebalancées par l'augmentation spectaculaire de l'hypertension et du diabète, ainsi que par le manque de services de santé ciblant ces maladies. Par ailleurs, si les Africains vivent en meilleure santé plus longtemps, l'espérance de vie sur le continent reste inférieure à la moyenne mondiale établie à 64 ans. Retour en page nationale avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 à ce jour du mardi 9 août 2022. Le nombre de cas confirmés s'élève à 38 221. 10 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 808. 44 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 132 et le nombre de décès est de 281. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et direction à présent la préfecture d'Agou, où les populations étaient en fait le week-end dernier. Elles ont célébré pour la 299e fois leur fête traditionnelle Gbagba. Et les temps forts de la célébration, c'était entre autres la visite au sanctuaire Gbagba, la procession du cortège Gbagba, de l'homme d'un tigre à Pétofia et les réjouissances autour des prémices de l'Ignam. Le compte rendu avec Chaz Nambaga de retour d'Agou. Fête traditionnelle, Gbagba célèbre l'Ignam. Grand cultivateur, le peuple élevé de la préfecture d'Agou excelle dans la production de ce tubercule destiné à la consommation locale. Pour la campagne 2020-2021, la préfecture a produit 17 803 tonnes pour une superficie emblavée de 1810 hectares. La mise sur le marché de ce tubercule est subordonnée à l'offrande des prémices aux manes des ancêtres en guise de gratitude pour les bonnes récoltes. Après Gbagba, on déterre les ignames pour manger ou bien pour fêter première igname. On dit étayé parce que après la récolte, on remercie nos ancêtres avec les produits que nous avons faits. Et dans toutes les familles, il y aura de l'abondance. Tout le monde aura à récolter ces ignames, ce qui fera qu'il y aura beaucoup de nourriture. Les moissons marquent la fin d'un cycle agricole, ce qui équivaut à une nouvelle année chez les évêques d'Agou. Période de grand repos, elle est ponctuée par des réjouissances et diverses cérémonies. C'est le moment privilégié pour la sortie du tam-tam sacré Gbagba. Cultivateurs, les évêques d'Agou sont aussi un peuple de chasseurs. À ce titre, ils étaient à l'avant-garde des grandes migrations évées. Les célébrations de Gbagba sont une occasion de rappeler ce passé glorieux avec la sortie de l'homme tigre à Pétofia. C'est un monsieur dans la vie usuelle, vous le voyez vaquer à ses occupations. Mais en ce moment, dans cette période-ci, il est habité par le fauve, un tigre. Il était un grand chasseur, il a tué l'animal. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque fois que les gens viennent visiter l'arbre séculaire pour entendre résonner le tam-tam sacré, lui aussi, il a envie de faire partie de ce monde-là. Cependant, l'esprit du fauve qui l'habite lui fait comprendre le risque pour lui d'approcher les humains qui sont de surcroît de grands chasseurs, ce qui entraîne son retour précipité dans sa tanière. Les différents cortèges et les rituels qui vont avec créent une ambiance de carnaval gigantesque, une aubaine pour le tourisme. La culture, c'est la base de notre développement. Ça mène au tourisme et puis ça va vers la fraternisation, la communion et puis la fierté de l'homme. Quand l'homme a tout perdu, au moins la culture est là.
assister alors apprécier mi ano vai jeji mi amon genti parce que ami be amobe yo le choti entia sans mi ocha mi honase nene voa donc e o nya fie to mi va yen va po kencha va se go menene a ye o be egbe tutu gba va assister mais e jojina m'a apprécier souvent. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai pas suivi ça. Donc je suis là que pour ça, pour voir comment ça se déroule et puis ben voilà, c'est très bien. La tradition, c'est très important. Comme le disait M. Sédar Senghor, un pays qui n'a pas de tradition, c'est un pays qui est mort. Avec les célébrations de la fête traditionnelle Gbagba, qui est à sa 299e édition cette année, la communauté Evé d'Agou vit au rythme des retrouvailles. Plusieurs rituels ainsi que des jeux communautaires sont organisés pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 300e édition de la fête Gbagba. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la préfecture d'Agou. Bonsoir.